Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide. De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Aujourd'hui, nous parlerons donc maternité et orientation sexuelle puisque notre sujet est le suivant. En couple avec une femme, notre combat pour devenir mère. Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour, Céline. Bonjour Céline. Bonjour Capucine. Comment vas-tu ? Je vais bien. Tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. C'est vrai qu'il s'agit d'un sujet intime et personnel, mais qui pourtant touche énormément de personnes. C'est courageux de ta part de prendre la parole pour informer nos auditrices et nos auditeurs. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors pour commencer, peux-tu nous parler un peu de toi ? Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Céline. J'approche de la quarantaine et donc je suis mariée à une femme et j'ai la chance d'avoir 2 enfants. D'accord. Et au niveau professionnel, je travaille pour l'éducation nationale. D'accord, très bien. Nous allons donc commencer par discuter de ton homosexualité. Donc, quand est-ce que tu as découvert ton orientation sexuelle ? Alors, moi, je m'en suis doutée, surtout au niveau du lycée. Et puis, après, ça a été vraiment révélé et assumé. J'avais plus de 25 ans. Donc, voilà, après, c'était plus des ressentis et je ne voulais pas vraiment me l'avouer, puisqu'à mon époque, c'était beaucoup plus difficile de l'assumer que maintenant. Oui, c'est sûr. Est-ce que, plus jeune d'ailleurs, tu as été victime d'homophobie ? Non, du coup, puisque j'en ai parlé qu'à des amis très très proches. Puisque mes premiers émois, les premiers frissons, les premiers papillons, je voyais bien que c'était plus envers des filles qu'envers des garçons quand j'étais au lycée. Ouais. Et du coup, quand j'en ai discuté avec des amis, c'était plus voilà, on s'en doute ou c'est pas grave, mais j'ai pas connu d'homophobie puisque je n'étais pas homosexuelle ouvertement, quoi. Oui, d'accord. Est-ce que tu as mis longtemps à en parler à ton entourage et comment s'est passé le coming out dans ce moment-là ? Alors, mon entourage, donc mes parents ne s'en doutaient pas du tout, vraiment pas du tout. Donc, il s'avère que j'ai un petit frère, donc 12 ans plus jeune que moi, qui lui a montré déjà des tendances homosexuelles, on peut croire, voilà, c'est ce qui ressemble au cliché en fait. Oui, d'accord. Donc très, très jeune, donc c'est avec lui, j'en ai pas mal discuté. Et donc moi j'ai avoué mon homosexualité quand j'ai rencontré la personne qui est maintenant mon épouse. Donc puisque au départ j'ai dû faire croire que c'était un homme et il a fallu à un moment donné, quand mes parents voulaient rencontrer cet homme, cet heureux élu, voilà, il a fallu que j'avoue et là ça a été très compliqué puisque je vivais alors chez mes parents et donc j'ai dû partir. D'accord, ok, donc ça a été plutôt mal reçu en fait. Ça a été très mal reçu. Ouais. Je suis d'une famille catholique, pas forcément pratiquant, mais avec des valeurs catholiques. Et donc, on m'a dit que c'était contre nature, qu'on ne pouvait pas me regarder, qu'on ne pouvait plus me regarder. D'accord. Donc, du coup, je suis partie vivre chez mon ami. Donc, et après, voilà, j'ai pris mon indépendance. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont toujours comme ça ou ça s'est amélioré Non, il aura fallu un peu de temps pour accepter de la rencontrer. Oui. Et puis, il s'avère que voilà, maintenant, ça se passe très bien. Je pense qu'il y a plutôt une fierté du fait que je l'assume, qu'on a mené notre petit bonhomme de chemin aussi de manière assez traditionnelle, puisque finalement, voilà, on s'est mariés, on a acheté une maison, on a essayé d'avoir des enfants, donc avant de se marier, parce que
On ne Oui. pouvait pas se marier Oui. encore à l'époque. Mais je pense qu'ils sont très fiers du fait que je l'assume. Et surtout, ils sont rassurés de voir que les enfants vont bien. Oui, c'est ça. Ils sont fiers de leurs petits-enfants. C'est ça. D'accord. Donc oui, il y a eu un peu de rejet du coup de la part de tes proches quand même. Oui, De ta je famille, dirais plutôt de disons. l'incompréhension. En Ouais. fait, ils avaient très peur du regard des autres, très peur de ce que les gens allaient dire. Surtout que voilà, tout le monde disait déjà que mon petit frère, donc moi je fais partie d'une fratrie de trois enfants, que mon petit frère, tout le monde disait que voilà, il était homo. Et après, je pense qu'il y a eu la peur de se dire oui, ça vient de mon côté pour ma mère, ou mon père, c'est pas chez moi que ça vient. Donc tout ce qui a pu aussi remuer dans le sens ça vient d'où, qu'est-ce qui explique que deux de nos 3 enfants sont homosexuels. Donc c'était vraiment plus peur de ce que les autres allaient dire. Oui, d'accord, ok. Et toi, du coup, tu l'as vécu comment dans ces moments-là C'était un peu, ça a été difficile parce que c'était très paradoxal, puisque moi, j'ai eu très peu de relations, et donc là, j'ai rencontré le grand amour, et j'étais profondément heureuse, profondément épanouie, profondément forte, en fait. Oui. Et en même temps, on savait que ça allait causer de la tristesse. Parfois même, ça pouvait être douloureux pour les gens autour de nous qui, normalement, devraient être heureux pour nous. Oui, bah oui. Donc c'est très paradoxal. On a vécu 3 mois au départ où on ne savait pas trop comment le dire. Et s'il fallait le dire, parce qu'au départ, on se demande si la relation va tenir et est-ce que ça vaut le coup de mettre le feu aux poudres. Et donc, voilà, c'était plus de l'incompréhension. Mais moi, je me suis aussi dit qu'il a fallu, donc entre le lycée, et puis la rencontre avec ma compagne, il s'est passé 10 ans, donc 10 ans de travail. Moi, j'ai suivi une psychothérapie quand j'étais au départ à la fac, parce que je pensais que j'étais homo et que j'arrivais pas à le gérer, et qu'il a fallu que je me fasse accompagner. Donc je pouvais pas non plus leur demander à eux de faire ce travail-là en un déclic, en un instant, alors qu'ils s'en doutaient pas du tout. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, tu es mariée, tu es heureuse, tout va bien. Ça fait combien de temps du coup que tu es avec ton épouse ? Nous nous sommes rencontrés en 2009, donc ça fait 11 ans. D'accord. Oui, 11 ans. 11 ans et tout va bien. D'accord. Et du coup, quand est-ce que ça vous est venu ce désir d'avoir des enfants ? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé dès le début de votre relation ou... On l'a abordé très rapidement parce que moi j'ai toujours voulu être maman. Ouais. C'était un besoin, c'était viscéral en fait, cette envie d'être maman, de porter un enfant. Ça a pu après déterminer du coup qui a porté les enfants dans notre couple. On en parlera sans doute plus tard. Oui, exactement. Mais donc moi j'en ai parlé très rapidement, puisque on arrivait, voilà, moi j'avais 27-28 ans, et que on était tellement heureuse, tellement amoureuse, qu'on avait aussi de l'amour à donner. Et voilà, moi je voyais pas ma vie sans enfant. Donc on en a parlé très vite, sans pour autant se lancer dans des démarches. Oui. Mais on s'est lancé dans les démarches 2 ans après. D'accord, ok. Oui, donc c'était vraiment un projet commun. Oui, une envie commune en tout cas. Ouais, d'accord. Et vous vous êtes mariés du coup peu de temps après la loi du mariage pour tous. Vous avez donc vécu de nombreuses avancées en matière de droits LGBTQ+. Qu'est-ce que tu penses de notre société actuelle et du rythme auquel avancent les choses aujourd'hui ? Alors on pense toujours que c'est trop lent, évidemment, puisque nous, tout ce qui est parcours PMA, tout ce qui est parcours loi, démarche, notaire, mariage, ça y est, c'est passé. Donc on a la chance d'être maintenant tous les 4 sur le même livret de famille. Ça n'a pas été toujours le cas. Donc c'est vrai que du coup, moi j'aimerais que pour que les personnes qui sont désireuses d'avoir des enfants, que ça aille plus vite, puisque on a trop souvent entendu vous êtes allé en Belgique, ou oui, il suffit d'aller en Belgique. Non, il suffit pas d'aller en Belgique, c'est quand même le parcours du combattant. Oui. Ouais. Donc ce serait bien que ça aille plus vite. Oui, d'accord. Et en tant que femme homosexuelle, quelles options se présentaient à vous justement pour concevoir un enfant ? Alors on avait soit ce qu'on appelle les inséminations artisanales, ou l'insémination artificielle. Donc soit partir à l'étranger, puisqu'on n'a pas le droit de le faire en France, donc ça soulève un problème aussi financier. Ou alors de trouver
un homme qui aurait été d'accord pour faire un don. Donc, alors on a parfois des hommes qui veulent bien faire un don, mais que ça se passe de manière naturelle. Oui, c'est voilà, pas vraiment la donc demande. Ça, on a un peu l'impression de tomber sur des pervers qui veulent assouvir un fantasme. Ouais. Mais la plupart du temps, non, on a rencontré... Alors, en fait, notre première démarche a été de se renseigner sur un forum, en fait, pour les familles homoparentales. Donc, c'est là où on a vu les différentes options, les différents pays, puisque nous ne voulions pas de l'insémination artisanale. Oui. Donc, artisanale, c'est quand Artisanale, c'est quand on trouve le donneur soi-même et on se donne un point de rendez-vous dans un hôtel et voilà, l'homme fait son don dans un petit pot et ensuite c'est la partenaire qui injecte le sperme. Donc les femmes qui ont déjà tenté connaîtront bien la pipette du Doliprane, c'est ce qui est souvent utilisé. Donc ça c'est artisanal. Ouais. Et après nous ça nous correspondait pas. On s'est dit que c'était déjà compliqué d'avoir un enfant à deux. Donc si en plus après il fallait ajouter un donneur qu'on connaîtrait, on avait toujours peur que même si les papiers sont signés comme quoi ils réclamaient rien, voilà, on avait peur et puis aussi pour expliquer aux enfants. Après on comprend les personnes qui ont recours à ce système-là parce que nous on a eu la chance de pouvoir financer les allers et retours en Belgique, puisqu'on a choisi d'aller en Belgique, à Liège plus précisément. Mais nous, ça ne correspondait pas à notre projet. Oui, donc du coup, vous avez choisi l'insémination artificielle. Oui. Donc comment ça se passe en fait ce processus-là? Alors le processus, c'est d'abord on doit choisir une clinique. Donc beaucoup de femmes dans notre région vont en Espagne ou alors en Belgique. Nous, on était plus attirés par la Belgique. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais bon, bref. C'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Sur les forums, on a vu que à Liège, c'était plutôt pas mal. Et donc moi on a pris rendez-vous en fait, on les a appelés et ce qui a été génial, je me rappellerai, je pense toute ma vie de ce premier coup de fil quand j'ai réussi à les avoir au téléphone. Alors, j'étais au boulot, j'étais en pause et en fait c'est la première fois qu'on m'a dit vous venez avec votre femme. Ouais. Donc on était en 2011. Donc c'était pas encore légalisé en France. C'était pas du tout légalisé encore en France et c'était la première fois qu'on me considérait officiellement en couple avec une femme et mais j'en avais des frissons. Même là à le redire, c'était une reconnaissance. C'était chouette très importante. Et même donc après on prend un rendez-vous, on y allait une première fois pour rencontrer en fait le professeur et on se souvient, on a vraiment réalisé que c'était un projet de couple puisque il faut prendre des étiquettes quand on arrive à la clinique, à l'hôpital. Et en fait, ma compagne n'avait pas pris les étiquettes et on l'a renvoyé en disant mais non, c'est projet de couple. C'est vraiment, vous devez toutes les deux être enregistrées à l'hôpital. Donc on s'est dit mais super, quoi. On est enfin nous deux reconnus, on n'a pas à se cacher. Voilà. Et donc il y a une première rencontre avec le professeur et de cette rencontre il devait nous dire s'ils étaient d'accord ou pas pour nous suivre pour un parcours de procréation médicalement assistée, donc PMA. Et donc ils nous ont dit tout de suite qu'ils étaient ok. Donc l'entretien, pas mal de questions, des questions intimes. On nous a demandé si on avait connu des hommes avant, si nos familles étaient au courant de notre projet, si oui, comment ils l'avaient pris. Donc on a répondu à toutes ces questions-là, parce que nous on avait parlé avant. Et du coup aussi il y a eu la question sur le choix du donneur. Puisque là on a deux options. On avait deux options, c'était soit donneur anonyme, soit donneur semi-anonyme, c'est-à-dire que l'enfant peut, à l'âge de 16 ou 18 ans, demander à la clinique où s'est fait en fait l'insémination, demander à contacter en fait le donneur et c'est la clinique qui prend contact avec le donneur et le donneur répond favorablement ou non à cette demande. Et donc nous on a opté pour le donneur anonyme parce qu'on avait un peu peur que ce donneur devienne un père un peu fantasmé mais inexistant, puisque pour nous le papa c'est avant tout un statut social en fait. Oui, le c'est papa, ça. c'est un homme qui pas de papa. Non, il n'y a pas de papa. C'est juste un donneur. Les enfants n'ont pas de papa.
Et même parfois, voilà, quand des parents, des personnes nous parlent du donneur, ils peuvent dire bah oui, alors le père ou le papa. À chaque fois, on reprend pour bien dire que c'est le donneur. Et pour nos enfants, de toute façon, c'est un gentil monsieur qui a bien voulu donner une graine. Exactement. Et du coup, est-ce que vous avez gardé le même donneur pour vos 2 enfants? Oui, c'était hyper important. Pardon. Donc du coup, on nous avait demandé si on avait des souhaits au niveau physique. Alors, on s'en fichait royalement. On savait même pas qu'on pouvait opter pour voilà, s'il y avait des options. Et donc là, le professeur nous avait complètement arrêté en disant je vous arrête tout de suite. Hein. C'est pas on veut un premier type asiatique, un autre type africain. Non, non, non. On avait entre guillemets le droit qu'à un donneur qui ressemblait à l'une ou à l'autre. D'accord, donc, voilà. Dans notre cas, on a choisi un donneur qui ressemblait plus à ma compagne puisque c'était moi qui portais. Donc on s'est dit si on pouvait un peu ressembler aussi. Oui, bah oui, c'est mieux. Lui ressembler à elle aussi, ça pourrait être sympa. Et en fait, quand on est accepté pour un parcours PMA à Liège, on avait le droit à 5 tentatives après avoir fait les examens. Parce qu'après, il y a les examens à faire. Et comme notre fils, voilà, ça a marché à la 2e tentative, il nous restait 3 paillettes. Et quand il est né, on nous a demandé ce qu'on voulait faire de ces 3 paillettes restantes, il pouvait les garder moyennant financement, évidemment. Et donc nous, comme on voulait, on savait qu'on allait vouloir une fratrie, on leur a demandé de garder les paillettes, parce qu'on voulait que ce soit du même donneur, puisqu'on ne savait pas encore à l'époque si c'était moi ou ma compagne qui allait porter le 2e. D'accord. Et comme la loi n'était pas passée, on savait que si ma compagne portait le 2e, que même si on se séparait, s'ils avaient le même donneur, on était par la loi obligé de les faire se voir. Ah oui, d'accord. Et c'était tout un processus. Oui, c'est compliqué de réfléchir. Voilà, comme nous a dit le professeur quand on est arrivé à Liège, pour lui, voilà, c'était une aberration que ce soit toujours pas légalisé en France. Et il disait, mais comme si on pensait qu'un couple de lesbiennes allait choisir du jour au lendemain décider comme ça de faire un enfant. Il a dit alors que si tous les couples hétérosexuels devaient passer par le même processus, il y aurait beaucoup moins d'enfants faits par hasard chez nous. D'accord, donc du coup, tu as déjà un peu répondu à ça, mais sur la question de qui de vous deux allait porter le bébé, donc comment est-ce que vous avez fait pour choisir? Alors, ce que je disais tout à l'heure, moi, c'était un besoin, une envie viscérale de porter. Depuis toute petite, depuis l'âge de 7-8 ans, j'avais envie d'être maman, d'accoucher, de porter un enfant. Et bon, je suis plus âgée que ma compagne, de 9 mois, c'est ridicule, on est d'accord. Mais, et puis au niveau professionnel, moi c'était plus simple que ce soit moi qui porte. Donc on est parti sur moi pour le premier. Donc après le premier rendez-vous en Belgique où ils nous ont dit ok, on vous suit, il y avait toute une batterie d'examens à faire. Donc la recherche du gynécologue qui voudra bien faire ça parce que c'est pas légal en France. Donc on en a trouvé une. Et ensuite, voilà, moi, malheureusement, lors d'un examen, on a cru, il y a eu une suspicion de trompe bouchée. Donc, il a fallu retourner en Belgique avec les résultats d'examen. Ils nous ont dit, bon, en Belgique, on vous ferait refaire en fait l'examen. En France, je vous préviens, on va vous opérer. On n'a pas cru. En fait, on est revenu en France et 3 jours d'hospitalisation et opération pour vérifier que tout allait bien. Et ensuite, voilà, on s'est lancé après dans les inséminations et donc ça marchait la 2e. D'accord, donc assez rapidement au final. Assez rapidement. Après, à savoir que on met beaucoup d'attentes, beaucoup d'affect en fait, à chaque tentative. Donc la première, ma compagne pouvait pas venir avec moi. D'accord. Donc il a fallu que j'embarque sa carte d'identité. C'était hyper important que je prouve en Belgique qu'on était toujours en couple puisque le donneur avait été attribué au couple. D'accord. C'était vraiment un projet. Et en fait à la 2e, voilà, elle a pu venir, mais comme on disait, voilà, à cette époque-là, on savait à 14h que le lendemain, on devait être à Liège à 10h. D'accord, oui, c'est... Donc c'est assez rock'n'roll. Oui, en étant passé bien sûr par la banque. Oui, en plus. Voilà, avec la preuve du paiement. Oui, donc faut quand même réussir à se rendre disponible et tout. Voilà, donc à l'époque c'était sympa parce que moi j'étais vacataire, donc c'était un peu plus facile, mais sinon c'est compliqué. D'accord. Du coup, est-ce que vous avez changé pour le 2e enfant? Sinon, pourquoi? Donc
comme je te disais tout à l'heure, donc ça a marché à la deuxième tentative. Ouais. Donc il faut savoir qu'on nous avait déjà annoncé que c'était 20% de chance que ça fonctionne. Donc là, on s'est dit, bon, bah voilà, finalement, moi qui étais persuadée que je ne pourrais jamais tomber enceinte, ça s'est bien passé. Donc la deuxième tentative, la grossesse s'est super bien passée, l'accouchement, voilà, très très bien, bébé parfait. Oui. Et on voulait absolument qu'il y ait un deuxième. Oui. Donc on s'est dit, bon bah voilà, je porterai le deuxième et puis on verra pour peut-être un troisième si ma compagne avait envie de porter. Mais c'était vraiment parce qu'on avait envie d'avoir un deuxième. Et que ça avait super bien fonctionné pour le premier. Comme ça, pas prendre le risque que ça ne marche pas. Sauf que ça a été hyper galère pour la deuxième. Ça a été plus galère du coup Ça a été hyper plus galère pour notre fille. Ça a fonctionné à la 5e tentative. D'accord. Donc ça veut dire 5 allers-retours en Belgique. 4 énormes déceptions quand on fait le test ou que les règles reviennent. Voilà, c'est 14 jours d'attente où tu trembles à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu flippes à chaque fois que tu vas aux toilettes. Oui, c'est ça, parce que c'est tellement compliqué de recommencer que... C'est ça, et puis oui, tu y crois, quoi. Ouais. Et donc, on avait ces 3 paillettes qui étaient restées du premier protocole pour avoir notre fils. Et donc, avant d'utiliser la dernière, on avait demandé si d'autres paillettes étaient disponibles du même donneur pour un peu enlever de la pression. Parce que sinon, c'est vraiment on nous dit qu'il ne faut pas y penser, il ne faut pas stresser. Oui, non, mais nous, on prend quand même le train pour aller faire nos enfants. Donc, où on se tape 10 heures de voiture. Ouais. Et du coup... c'est pas juste d'aller en Belgique, c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup, on a pu avoir d'autres paillettes du même donneur. D'accord. Et donc ça a un peu ôté la pression, mais c'est vrai que comme pour notre premier, ça avait marché à la deuxième tentative, la deuxième tentative pour le deuxième n'ayant pas marché, moi j'ai commencé à ne plus y croire. Et donc je me suis mise à errer dans les magasins de vêtements. Ouais. J'achetais plein de choses pour notre aîné. Donc ma compagne qui est plutôt... économe, n'appréciait pas du tout. Et à un moment donné, je lui ai dit que ça allait pas du tout, que je errais dans les rayons layettes en disant j'en achèterai plus jamais, on n'aura pas de deuxième. Donc j'avais commencé à faire mon deuil. Et on s'était dit aussi, si ça fonctionne pas, parce qu'on a le droit à 6 tentatives après une première naissance. D'accord. Et pourquoi seulement 6 ? Parce qu'après, il faut refaire les examens pour voir s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas un problème qui fait que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est 5 pour un premier, puis une fois qu'on en a eu un premier, on a 6, puisqu'on se dit que normalement ça fonctionne. Ok, je vois. Et il y avait aussi ça, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai porté le deuxième, c'est parce qu'il y a toute la batterie d'examens à faire, c'est assez lourd quand même. Et donc ça a ajouté encore 2 allers-retours sinon aussi en Belgique. Et donc notre fille, on s'était dit, de toute façon, là, si ça marche pas, il nous restait encore une tentative, parce qu'on était à la 5e. Moi, je voulais pas un parcours FIV avec stimulation hormonale plus importante que celle qu'on a pour les inséminations. Et donc, moi, j'avais dit non, là, on n'ira pas pour un parcours FIV. Et là, à la 5e tentative, là, ça a été, entre guillemets, grand confort, puisqu'on a su le mercredi que je devais y aller que le vendredi. D'accord. Donc, c'est la première fois qu'on avait beaucoup plus de temps. Ma compagne ne pouvait pas venir avec moi, parce que ça tombait très mal au niveau professionnel. Et donc, là, j'ai pu y aller en train, et là, c'était grand confort. Et voilà, pas de hasard, ça a fonctionné, quoi. Oui, parce qu'il y avait moins de pression. Oui, sans doute, ou que moi j'avais déjà commencé à me dire, on essaye, mais... Et là, on l'a su très rapidement que ça avait fonctionné, même avant les 14 jours, parce que j'étais malade déjà. Oui, d'accord. Mais pourtant, on se dit, faut pas tout analyser, parce qu'on est en stress. On le sent aussi, peut-être. Là, oui, ça a été la surprise. D'accord. Ok. Et est-ce que vous avez été soutenue par votre entourage, du coup, dans toutes ces procédures à ce moment-là ? On a été soutenus par nos parents nous ont soutenus surtout pour l'adoption. D'accord. Puisque notre aîné est arrivé en juillet 2013 et donc la loi est passée en mai 2013. D'accord. Donc on a été aussi soutenus pendant tout le processus de la manif pour tous, parce que moi j'étais enceinte, donc déjà quand on est enceinte au niveau hormonal c'est un peu compliqué. C'est sûr. Mais je remercie la manif pour tous pour toutes les crises de larmes et d'angoisse que j'ai pu avoir pendant ma grossesse, parce qu'à un moment donné on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait ?
c'est là que tu me posais la question tout à l'heure de l'homophobie, c'est là moi je me suis pris une vague d'homophobie quoi. Ouais. Même si c'était pas des attaques personnelles, c'était l'ambiance. Ouais, mais on le prenait personnellement, tu vois. Moi j'étais avec une femme, on était paxés, on attendait un enfant. J'ai même eu des réactions d'amis sur Facebook, quoi. On m'a dit, mais non, j'ai vu des photos d'amis sur Facebook qui avaient manifesté. Ah oui, ouais, ça doit voilà, faire où là, mal. je les ai virés de Facebook et on m'a dit, oui, mais non, mais quand même. Non, c'est pas possible, quoi. Oui. C'est pas possible de s'entourer de personnes comme ça. Voilà, c'était pas possible. Même toutes les excuses possibles à mes jeunes, je pouvais pas les entendre à cette époque. Il n'y a pas d'excuses, je crois que je les entends toujours pas. Je pense que c'est pas possible de les entendre. Et donc là, on a eu... voilà, mais j'ai vu que mes parents étaient à fond. Mes beaux-parents... voilà, c'était pas leur fille qui portait. C'est aussi, voilà, ça pouvait être un peu compliqué. On nous a dit, voilà, c'est pas pareil. On ne sait pas si on viendra à la maternité. Ah oui, quand même, oui. Et puis après, on a appris qu'ils avaient fait ça un peu avec d'autres petits enfants, donc c'était pas forcément lié à nous, au caractère homoparental de notre famille. Mais on a eu du soutien pour l'adoption. D'accord, ok. Je pense que tu vas voir qu'on en parle. Oui, on va en parler juste après de l'adoption. Juste, on reste un petit peu sur les bébés. Au moment de l'accouchement, la deuxième maman, du coup, est-ce qu'elle a été bien acceptée par le personnel de la maternité ? Totalement. Ouais. Il n'y a pas eu de refus de la part des médecins. Que ce soit. Alors nous, on a connu 2 accouchements très différents. Ouais. Alors en plus, la différence, c'est que même si pour notre aîné, la loi était passée, la loi avait 2 mois, donc. Oui, c'était un peu juste. Sauf que notre fille est arrivée en 2017, donc là, il y avait eu un peu plus d'eau qui avait coulé sous les ponts. Mais non, la première accouchement classique, elle m'a accompagnée tout du long. On a toujours dit que c'était la maman. C'est elle qui était avec moi. C'est elle qui l'a habillée pour la première fois. Oui, d'accord. C'est elle qui l'a bercée. Elle a été totalement intégrée. On a même cru que c'était elle en fait qui avait accouché quand parfois la sage-femme arrivait dans la chambre. C'était une époque où ils étaient débordés. Hein. Oui. Mais elle lui demandait comment ça allait, donc ça faisait beaucoup rire parce qu'elle faisait aussi du pot à pot avec notre fils. Et donc elle disait elle demandait plutôt à celle qui vient d'accoucher, mais c'était totalement. Voilà, on était une famille. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on dit à notre fils. C'est lui qui a créé la famille en fait. Oui, c'est ça. Et puis ça faisait du bien, je pense, d'être considéré comme une famille, alors que il y avait eu toutes ces manifs. Et on n'a pas eu l'impression, pas de regard de travers. Notre fils est né entouré de femmes, puisque il n'y a que des femmes qui étaient dans la salle d'accouchement. Donc il y avait vraiment une communion, je crois, de femmes. Voilà, pour donner naissance à un petit garçon. Exactement. Donc, un très bon moment. C'est magnifique. Super. Et donc, du coup, pour le deuxième enfant, vous avez suivi les mêmes procédures pour tout, ou est-ce que vous avez changé certaines choses ? Non, on est retourné à Liège quand notre aîné avait 18 mois. En disant, on a le projet d'avoir un deuxième. Il fallait quand même qu'on retourne à Liège. Ça, on a trouvé ça un petit peu abusé, quoi. De faire l'aller-retour. On n'est pas à la frontière, quoi. Donc, un peu compliqué. Donc, pas de souci. On a pu très rapidement, sans que j'ai besoin de refaire des examens, se lancer dans le protocole. Sauf que, on a commencé, il avait 18 mois et sa petite sœur aînée, il venait de fêter ses 4 ans. Donc, beaucoup plus long pour la deuxième. Et donc là, notre deuxième est né par césarienne en urgence. Donc, grossesse très compliquée. Tout a été très compliqué. Et on était donc très inquiètes. Et ma compagne, elle a été totalement considérée. Notre fille est née dans un hôpital où on ne peut pas assister en fait aux césariennes. D'accord. Donc l'autre parent ne peut pas assister à la césarienne. Mais elle a pu voir à travers une vitre et tout de suite ils sont allés la chercher. Et c'est elle qui l'a accompagnée en néonat, puisque notre fille a fait un séjour en néonat et c'est ma compagne qui était présente et elle a même, et elle le dit encore, elle a même l'impression que c'est elle qui l'a porté. Ça a été fusionnel quand notre fille est arrivée, puisque moi je n'ai pas pu m'en occuper tout de suite. Et les premières heures, elles les ont passées vraiment toutes les deux. Et je ne pouvais pas m'en occuper non plus après parce qu'il y a eu le contre-coup de la césarienne. Et c'est vrai qu'elle a pu rester la première nuit avec moi et direct dès qu'elle était réveillée, elle allait voir notre fille, quoi. Oui, donc, fusionnel. Ouais, d'accord. Comme quoi ça veut rien dire de porter l'enfant ou pas. Ça veut rien dire. Alors elle a toujours cette phrase-là de dire
maman Céline vous a porté dans son ventre, mais moi je vous ai porté dans mon cœur, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Donc notre aînée comprend l'image, notre fille un peu moins là, mais elle est encore ça petite. viendra plus tard. Mais non, elle a été vraiment considérée comme mère, maman. en fait, Voilà, tout de suite. c'est ça. Ouais. Et est-ce que du coup, donc là, au niveau de la maternité, tout s'est bien passé. Est-ce que plus tard, avec votre famille, vous avez été confrontés du coup à des réactions hostiles dans l'espace public, par exemple, qu'on voit, voilà, les deux enfants avec les deux mamans. Est-ce que alors, ma compagne a une profession qui fait que on ne peut pas s'afficher, malheureusement. Donc, tu posais la question tout à l'heure de l'homophobie, donc c'est plus par rapport à sa profession à elle, où ce serait pas bien vu. Et donc, du coup, on ne fait pas tout ce qu'on voudrait faire par peur d'avoir. Ouais, tu vois, c'est que de la prévention, en fait. Oui, d'accord, ok. Donc du coup, ça va être, si on veut aller à la piscine, on va éviter d'aller à la piscine la plus proche de chez nous ou la plus proche de son lieu de travail pour éviter de rencontrer des personnes qui pourraient être au courant. Quand on fait les courses aussi. Donc on s'est aussi dit que les enfants grandissant, ils allaient de moins en moins comprendre, puisque ils nous appellent toutes les deux mamans. Ils ajoutent notre prénom. Oui, d'accord. Donc il n'y a pas, voilà, on voulait pas d'autres noms. Voilà, on est toutes les deux mamans, donc ça c'est notre choix perso, notre choix de famille. Mais voilà, maintenant elle est aussi forcée de devoir l'assumer plus. C'est pas qu'elle l'assume pas, mais de se dire voilà, maintenant il faut aussi qu'au niveau professionnel, ils soient au courant, puisque nos enfants grandissent et qu'on n'a pas à leur faire subir des soucis qu'on pourra avoir professionnellement. Ils ne sont pas responsables de ça. Et si on veut leur montrer qu'on est une famille tout à fait normale, ben, il faut aussi qu'on agisse comme une famille normale. On va à la piscine où on veut et on fait nos courses où on veut. Voilà, exactement. Et est-ce que vos enfants, ils se questionnent sur leurs origines, donc plutôt l'aîné, parce que la petite, est-ce qu'ils se questionnent sur leurs origines et est-ce qu'ils se comparent à leurs amis, eux? Alors, je ne sais pas s'ils se questionnent parce qu'en fait, on leur a pas laissé le temps de se questionner. On a été clairs, franches. Dès le départ, tous les deux ont leur album de naissance, en fait, avec les photos, mais aussi avec la photo du test de grossesse, avec photo des échographies. Et dedans, c'est bien expliqué que voilà, on est deux femmes voilà, qui s'aiment, mais que pour avoir un bébé, ben, il faut une graine de dame et une graine de monsieur, et que donc nous, on n'avait que des graines de madame à la maison en stock. Voilà. Donc il a fallu aller chercher une graine de monsieur, un monsieur qu'on ne connaît pas, et qui a bien voulu donner une deuxième graine aussi pour sa sœur. Donc pour lui, il n'y a pas trop de soucis. Moi, j'étais très inquiète à son entrée à l'école. Donc maintenant, il va avoir 7 ans, donc il connaît bien l'école. Et en fait, un accompagnement incroyable de la part de sa première école où voilà, il y avait la fête des parents, il a fait les 2 cadeaux. S'il y avait à un moment donné un truc qui était un peu plus accentué, fête des pères, et bien du coup ils lui ont demandé s'il y avait un homme dans son entourage qu'il aimait particulièrement, donc un oncle voilà, il l'a fait pour son tonton chéri, qui était très touché. Et en fait aussi il y avait peut-être aussi cette appréhension là de croire que comme on a eu un petit garçon en premier, qu'il allait être élevé par des femmes et qu'il allait devenir homosexuel. Mais non, s'il fait comme les mamans, il aimera les femmes. Voilà, soyons logiques. Et en fait, on est entouré de nombreux hommes formidables qui adorent notre fils, qui l'accompagnent, qui l'ont accompagné aussi dans les différentes étapes de sa petite vie de 7 ans là. Et il semble épanoui, on en a l'impression. Il est très bien entouré. Et il pose très peu de questions. Là, il vient de fêter son anniversaire avec puisque voilà, on a changé de domicile et donc il a changé d'école. Il a fêté son anniversaire là récemment avec des enfants de sa classe. Et c'est vrai que c'était que des garçons et il s'étonnait de pas voir le papa, de pas voir son papa, quoi. Et on lui expliquait non, mais lui il a 2 mamans. Ah oui, il a 2 mamans. Bon, bah, c'est donc, comme ça. Voilà. La maîtresse nous a demandé s'il fallait en discuter, puisqu'il peut y avoir après. C'est plus des réactions de surprise. Et, mais nous on se dit de toute façon, les enfants ne vont ressortir que ce qu'ils entendent à la maison à cet âge-là. Ça c'est sûr. Donc on trouve quand même que les mentalités elles évoluent énormément et que les gens comprennent que t'as pas un modèle. T'as pas un modèle de famille pour être heureux. Oui, exactement. Est-ce qu'ils ont jamais été victimes de moqueries à l'école ou de choses comme ça? Non. Voilà, pas de réaction. Alors
ça fait partie du processus quand on a voulu avoir des enfants. Oui. Et on s'est dit, moi j'ai subi énormément de moqueries par rapport à mon poids, en fait. Et voilà, donc ça a été assez difficile à vivre. Et on s'est dit, mais les enfants, on se moque les uns des autres. Les enfants peuvent être très méchants, les collégiens, les ados, voilà, ça peut être... Et on s'est dit, mais vaut mieux qu'on se moque de lui parce qu'il a deux mamans, c'est absolument pas un problème physique, et que s'il avait un autre souci. Donc on s'est dit, mais ça, on peut l'armer, nous, pour pouvoir répondre à ça. Et en fait... lui, il y répond par la normalité, en fait. Oui, et il s'en fiche totalement quand quelqu'un lui fait une réflexion. J'ai des mamans. Oui, donc lui, il le vit très bien, il n'y a aucun souci au fait d'avoir pour l'instant, deux mamans. Et la petite a dit qu'elle n'a pas de maman. Ah, pas de papa. Ouais. Ah, de maman. Pas de papa. Oui, et puis voilà, c'est comme ça, en fait, parce que de toute façon... Mais elle appelle plein de monde papa, parce que les amis qu'on a autour de nous, ça c'est papa, parce que ce sont les papas des enfants, donc du coup, on lui explique. Non, ce n'est pas le dire. On lui explique qu'il faut mieux les appeler par les prénoms. Ok, alors que penses-tu de cette injonction sociétale selon laquelle un enfant a besoin absolument d'un père et d'une mère? Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te ferait cette réflexion? Je sais pas si je lui répondrais. J'essaierai de pas me mettre en colère déjà, parce que ça sert à rien. Mais alors, je pense, nous on l'a vécu comme ça, que c'est important d'être deux. C'est important d'être deux. Moi, j'ai pu parfois, étant donné la charge professionnelle de ma compagne, avoir à gérer les enfants sur plusieurs jours toute seule. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une deuxième personne pour discuter, pour contrebalancer, pour peser, pour modérer. Et pour relayer aussi, tout simplement. Et c'est important aussi pour les enfants d'avoir ces deux personnes-là. Alors après, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, si ces deux personnes s'entendent, je pense que c'est ça qui est important. Après, voilà, le modèle masculin, notre couple fait beaucoup rire. On a un couple d'amis qui essaye d'imaginer quel rôle a l'une ou l'autre, puisqu'on entend souvent, c'est cliché, c'est elle qui fait l'homme. Il n'y a pas plus débile, puisqu'on a tous une part de féminité et de masculinité en nous. Et donc, c'est vrai que eux, ils s'amusent à dire, ah oui, mais en fait, c'est toi qui bricoles. Non, mais t'as apporté les enfants. Je reviens, ah, mais c'est toi qui as à fond les voitures. Ah, mais j'aurais cru. Oui, parce que c'est bien connu, il n'y a que les hommes qui bricolent en plus. Voilà, c'est ça. Et que du coup, c'est celle qui va aimer bricoler, c'est celle qui va aimer toujours conduire, qui va aimer. Mais c'est surtout pas celle qui a porté les enfants, parce que voilà, si ma compagne n'a pas porté les enfants, c'est parce qu'elle avait pas envie de porter. Et on dit, mais non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis parfois, on n'a pas envie de trop discuter avec les personnes qui pourraient dire ça. Donc, non, c'est vraiment. Nous, c'est un équilibre. Être deux, ça permet un équilibre. Après, le besoin d'enfant, l'envie d'enfant, elle est irrépréhensible. On peut pas empêcher les gens. C'est ce qu'on disait là c'est ce qu'on disait avec la manif pour tous. On peut pas empêcher les gens d'avoir des enfants. Et c'est quand même la première fois qu'on a vu des gens défiler dans la rue pour empêcher d'autres personnes d'avoir des droits. Oui, et c'est ça que c'est hyper grave en fait. Ça s'est jamais vu. Et toi, hein, ça date pourtant, mais j'ai encore des frissons rien d'en penser, d'en reparler. Et voilà, tu peux pas empêcher des gens d'avoir un enfant. Et puis empêcher les gens de s'aimer et voilà, de vivre leur vie comme tout le monde. Et on fait de mal à la personne. Bah c'est ça. Au contraire. Mais bon. Alors du coup on va parler justement un petit peu des lois, tout ça. Récemment il y a la PMA qui a été ouverte en France aux femmes seules et aux couples de femmes. Donc ça a déjà été adopté en commission début juillet. Il y a une deuxième lecture qui a été reportée à cause du remaniement. Et cette réforme prévoit aussi donc toute une réforme sur la filiation, sur la modification de l'accès aux origines pour les enfants nés grâce à un don de sperme. Qu'est-ce que tu en penses des lois sur la PMA qui sont en train d'être passées depuis quelques temps? Ce serait bien qu'elle passe, parce que c'est repoussé. Je me dis là, la deuxième lecture, j'ai cru lire que c'était le 27 juillet, donc c'est la date de naissance de notre fils, donc on se dit que c'est une bonne date pour que ça passe. C'est vraiment, ce serait bien que, voilà, c'est important que ça passe, parce qu'on laisse pas les enfants dans l'illégalité. Faut arrêter de se voiler la face. Ces enfants, ils existent, en fait. On n'est plus dans
On n'est plus dans le projet d'avoir des enfants. Ils existent, les enfants, ils ont besoin d'avoir des droits, ils ont besoin d'avoir une identité, ils ont besoin d'être reconnus par leur pays. Et puis d'être protégés aussi et par d'être la loi. protégés. Et quand je vois, on en parlera peut-être un peu plus tard, ce par quoi nous on a dû passer pour qu'ils soient protégés, ce serait bien que ce soit bien simplifié. Après, là il y a tout le débat sur la prise en charge ou pas par l'assurance maladie des frais, parce que c'est énorme. Donc il est évident que si c'est pas pris en charge, une fois de plus, certaines personnes ne pourront pas avoir accès à ça, puisque nous on a évalué le coût d'une insémination à 1 000 €. D'accord, ok. Donc le calcul il est rapide, hein, on a fait 7 pour avoir 2 enfants et il faut rajouter 4 allers-retours en Belgique. Donc d'un point de vue juridique, la deuxième maman est-elle aujourd'hui officiellement reconnue comme la mère de vos 2 enfants ? Oui, je te disais tout à l'heure, on a enfin notre livret de famille avec nos 4 noms et prénoms. Donc c'était pas le cas. On a demandé en fait, on s'est renseigné auprès d'une association de famille homoparentale avant la naissance de notre fils, puisque voilà, c'est passé. Moi j'étais enceinte de 7 mois. D'accord. Et on nous a dit, voilà, on a demandé est-ce qu'il faut qu'on se marie, c'est plus simple si on se marie avant qu'il ne naisse. Donc voilà, rapido. Et on nous a dit non. Alors ce que ça simplifierait, c'est tout simplement la démarche d'adoption qu'on aurait pu commencer dès le lendemain de sa naissance. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc on a préféré attendre un peu. On n'a pas attendu trop longtemps en fait. On a d'abord voulu en parler à nos parents parce qu'on voulait savoir comment eux allaient le prendre. Ils n'ont pas été surpris. Ils se sont tous dit qu'à partir du moment où il y avait un enfant, on allait vouloir se marier. On ne se serait pas marié sinon. Ouais, d'accord. On n'aurait pas eu ce besoin de. On se disait qu'avoir un enfant c'est un plus grand engagement que de signer un papier en fait. C'est vrai. Donc, en même temps. Nos visions après. Mais et donc du coup dès notre fils est né fin juillet et dès le mois d'août on leur en a parlé. Ils ont dit qu'ils étaient ok, que ils voulaient considérer notre mariage comme ceux de nos frères en fait aînés. Et donc on a dit bon voilà, on va partir dans l'organisation. Donc ça qui nous dit ça nous a un petit peu embêtés parce qu'on s'est dit bon, s'ils veulent faire comme nos frères aînés, on va pas pouvoir décider comme on veut de tout. Mais bon, c'est pas grave. Ça c'est un autre sujet. Et donc on a voulu se marier très rapidement pour pouvoir entamer les démarches. Donc on s'est mariés le 8 mars, donc la journée de la femme. C'est un très heureux hasard. Ah oui, c'était pas volontaire, mais ça tombait bien. C'était très chouette. On était le premier mariage homosexuel dans notre petite commune. Donc le maire nous a fait un super discours et en plus le fait qu'on soit à la journée de la femme, c'était chouette. C'était très chouette. Et donc on s'est mariés le 8 mars et le 11 mars nous étions chez le notaire. D'accord. Puisque la première démarche était que moi je fasse une déclaration de consentement à l'adoption. D'accord. C'est-à-dire que je déclarais que je voulais bien que ma compagne adopte mon enfant, puisque à la suite de notre mariage, nous avions un livret de famille avec nos 2 noms d'épouses en fait, et moi j'avais le livret de famille avec que mon nom et notre fils. Oui, d'accord. Puisque on était pas mariés. Et du coup, je devais donc faire ces déclarations-là. Un délai de 2 mois devait se passer. Et donc, au bout de 2 mois, entre-temps, nous, on avait contacté un avocat parce qu'on était dans les premiers cas d'adoption. Il y avait eu des soucis au niveau de Versailles avec des refus. Donc, nous, on s'est dit, oulala, il faut, on va plutôt s'armer, se protéger, donc en faisant appel à une avocate. Et donc, elle nous a demandé de rassembler en fait des témoignages. D'accord. De nos proches qui témoignaient que ma compagne était bien la maman, mais au quotidien en fait, de notre fils. Donc on a eu des magnifiques témoignages qu'on a gardés parce qu'on s'est dit que là il fallait que notre fils puisse les lire aussi un jour. Ça fait aussi partie de son histoire. Il va aussi comprendre ce qu'on a fait pour le protéger et pour être une vraie famille. Il faut qu'il soit au courant de tout ça. Et donc, les témoignages du médecin traitant, de la sage-femme qui nous a accompagnés. Et puis, c'est là qu'on a eu, tu me demandais tout à l'heure si on a eu du soutien de nos parents, et c'est là. Moi, j'ai eu un très beau témoignage de mon père. J'aurais cru que ça allait venir de ma mère, et en fait, ça m'a encore plus marqué que ça vienne de mon père.
et de ma belle-mère aussi, qui disait que c'était totalement leur petit-fils et que ma compagne était totalement sa mère, quoi. Il n'y avait aucun souci avec ça. Et donc, une fois rassemblé tout ce dossier-là, l'avocate a monté le dossier qu'on devait envoyer au tribunal de grande instance, puisque ça passe par ça. Et donc, elle l'a envoyé et on a eu une réponse. Donc, on a commencé toutes les démarches en mars 2014. D'accord. Et notre fils a été inscrit sur notre livret de famille en janvier 2016. D'accord, oui, quand même. Donc, très long. Ouais. Entre-temps, moi j'étais pas mère célibataire, donc la CAF et compagnie. Donc ma compagne n'avait que des devoirs, elle n'avait aucun droit. Donc c'était un peu bizarre. Et moi j'ai dû me rendre à l'étranger, j'ai dû faire une attestation comme quoi elle pouvait, une déclaration, une délégation d'autorité, pardon. Donc plein de papiers comme ça où il fallait qu'on s'assure qu'elle pouvait prendre les décisions pour notre fils en mon absence. Et on avait aussi peur, parce que après, ça a été un peu plus conflictuel avec mes parents pour d'autres raisons. On s'est dit, mais moi, s'il m'arrive quelque chose à moi, qu'est-ce qui va se passer pour notre fils, en fait, puisqu'elle n'était rien aux yeux de la loi pour lui. C'est horrible, quand même. Pour elle, c'était très, très difficile à vivre. Et c'est pour ça, quand notre fille est née, donc là, on était mariés. Et pourtant... Eh bien, quand c'est ma compagne qui l'a déclaré, du coup, en mairie, elle a failli l'avoir sur notre livret de famille, mais là, ils ont dit, mais non, mais en fait, vous devez l'adopter. Oui, il faut que je l'adopte pour que on soit sur le même livret de famille. Donc, ils nous ont pas donné, en fait, de livret de famille. Il a fallu refaire les démarches. Et là, notre fille n'avait pas 2 heures que ma compagne est arrivée en pleurs en disant, mais c'est ma fille, et on va entamer les démarches tout de suite. Voilà, il y en a marre, quoi. Il y en a marre que je sois rien pour elle aux yeux de la loi. Moi, je sais bien que c'est la mienne, quoi. Donc, du coup, on a entamé les démarches très rapidement. On a fait la même chose, en fait. Et là, on n'a pas eu recours à une avocate parce que, en fait, notre avocate était toute contente de ne pas avoir eu à défendre, en fait, notre cas au tribunal. Donc, en fait, elle a encaissé ses 1 200 € pour rien. Donc merci bien madame. Mais c'est pas grave. Et à un moment donné, ce qu'on s'est dit, on a l'impression d'être des tiroirs caisses. Famille homoparentale, si tu veux tout régler, tout faire dans les normes, tout faire bien pour que tout soit calé et que tout le monde soit protégé, on a l'impression d'être un tiroir caisse, quoi. À un moment donné, on a même pleuré chez la notaire. Ma compagne était en pleurs chez la notaire en disant, mais vous vous rendez compte, vous nous demandez encore ça et ça et ça, c'est des papiers, c'est pas possible, quoi. Là, vous savez que on est mariés pour la deuxième, voilà. Là on en est arrivé aux larmes et nous a fait cadeau d'un papier parce que moi nous aimait bien sûr. C'est pas grave. Les émoluments de notaire, on sait ce que c'est. Et du coup, pour notre fille, ça a été plus rapide. Donc on a rassemblé les témoignages, les mêmes. Et puis là en plus on avait son frère, quoi. Donc on était tous les 3 sur un livret de famille. Et moi on m'a demandé de faire réaliser un livret de famille où, alors ça, moi ça m'a énormément choquée parce que c'était un faux, en fait. J'avais un livret où j'étais toute seule avec notre fille. Comme si en gros j'étais allée voir ailleurs et que cet enfant était né hors mariage. Donc je le détestais, ce document. Et j'ai eu aucun souci à le refiler à la mairie quand notre fille a pu être inscrite sur notre livret. Donc maintenant, on est tous les 4. D'accord, enfin. Voilà, et là, pas besoin d'avocat, ça s'est passé très rapide. Ça a mis 6 mois, donc par rapport à son frère, c'était hyper rapide. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même énormément de démarches par rapport à une famille. C'est un parcours, oui. Mais pareil, notaire, compagnie, c'est la même chose, quoi. Tu dois... Nous, on pense aussi aux couples, aux femmes célibataires qui n'ont pas les finances, en fait. Tu te dis, mais leurs enfants sont obligés de rester en dehors de la loi, quoi. Et ça, c'est pas normal. C'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, bon, voilà, tout va bien, vous avez votre livret de famille, même si ça a été difficile. Est-ce que vous vous sentez comblé avec votre famille ? Est-ce que vous êtes complètement épanoui aujourd'hui ? Oui. Oui, on est complètement épanouis. On a donc nos 2 enfants, on a une fratrie. Chaque jour qui passe, on se dit que c'était la bonne décision, que on a bien fait de s'accrocher pour avoir notre 2e enfant. Voilà, on est hyper contente
de les voir en fait évoluer tous les deux. Ils ont 4 ans de différence, c'est juste génial. Là, notre petite va rentrer à l'école. Ils ont, voilà, tout le monde nous le dit, nous on le voit, mais on n'est pas très objectif, mais tout le monde voit bien qu'ils sont épanouis, qu'ils sont heureux. Et donc, oui, nous, on est hyper contents. On est hyper contente. On a laissé tomber le projet du 3e. On s'est posé la question. Ma compagne s'est posé la question. Puisqu'elle avait quand même le désir de porter. Et en fait, voilà, la 2e grossesse ayant été très compliquée, l'accouchement aussi, on a eu peur. On a eu longtemps un tout petit bébé, donc on se dit qu'on est aussi bien pouponné. Et puis on arrive à 40 ans et on a envie d'autres projets. Donc nous, on a envie de voyage. Voilà, c'est notre première passion. Et maintenant, on a envie de passer à cette phase-là où on va construire avec nos enfants. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, bon, la trentaine, on a construit. On a construit plein de choses. On a construit notre couple. Professionnellement, on s'est stabilisé. On a eu nos enfants. On a notre maison. Et donc, on a hâte, en fait, de démarrer la quarantaine. Parce qu'on se dit, là, ça va être génial. Les enfants vont grandir. Ils ne sont pas encore trop en crise d'ado. Là, on reparlera de la cinquantaine plus tard. Mais du coup, hâte de partir sur d'autres projets. Et plein d'envie. Et c'est un peu, une petite renaissance, là. On est parti sur d'autres projets. Ok. Et quel conseil tu donnerais à un jeune couple de femmes homosexuelles qui t'écoutent et qui espèrent fonder leur famille ? De ne pas attendre. De se lancer et puis surtout d'échanger entre elles. Il faut communiquer, il faut tout se dire, les peurs, les attentes, les angoisses, les envies et d'y aller quoi. Après nous on a pu aller en Belgique, maintenant on retient que les bons moments et il faut y croire et ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine. Mais on connaît. Nous, on connaît des couples qui n'y arrivent pas et on sait ce que la difficulté et la douleur que ça peut représenter. Mais il faut y croire. Et j'aurais presque envie de leur dire de ne pas trop attendre non plus que ça passe en France, de commencer les démarches. Parce que déjà, toutes les démarches qu'elles auront faites avant, même en parlant à leur famille, en discutant entre elles de ce qu'elles attendent de cette maternité, eh bien, ça leur servira, même si ça passe en France, et je leur souhaite, pour que ça rend les choses un peu plus simples quand même. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel ? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditeurs ? Moi, c'est un épanouissement. Je me sens épanouie, je suis heureuse, tout simplement. Ça m'arrive combien de fois par jour de le dire, de dire à mes enfants, je vous aime, ils nous le retournent, et je me dis, voilà, moi je suis contente le matin, voilà, il fait beau, on est à petit déjeuner dehors, et je regarde, moi je suis heureuse. Donc, et je pense que c'est important que les enfants le voient aussi. Il y a des moments plus difficiles et on leur dit, on leur explique aussi. Et moi c'est ça, c'est le fait chacun a le droit d'être heureux. Donc on nous demande souvent, t'as choisi d'être homosexuel. Non, j'ai pas choisi d'être homosexuelle. J'ai juste choisi d'être heureuse, de me dire que moi aussi j'avais le droit au bonheur et de pas me forcer à aller avec un homme pour faire plaisir à tout le monde et à bien rentrer dans la société actuelle. Donc j'ai choisi d'être heureuse et je le suis. Donc, faites-le les filles aussi. Écoute, merci beaucoup Céline. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire ici. Il est très important de libérer la parole sur des sujets de société qui restent malheureusement tabous. C'était un honneur de te recevoir. J'espère que tu as apprécié partager ce récit ici avec nous. En tout cas, je te remercie de t'être confiée avec autant de sincérité. Merci à toi. Je suis certaine que ton parcours de vie inspirera plusieurs de nos auditrices. Merci encore, tu peux être fière de toi et de ta jolie famille. Merci pour ton projet aussi, Capucine. Et bonne route à toi aussi. Merci bien. Si vous aussi vous êtes homosexuel et que vous souhaitez devenir parent, des associations existent et militent pour vos droits. Tout d'abord, si vous venez de faire votre coming out et que vous n'êtes pas accepté par votre entourage, vous pouvez faire appel à l'association Le Refuge. Elle héberge et recueille de jeunes LGBTQ+, rejetés par leur famille à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. De même, quel que soit votre âge et votre situation, vous pouvez faire appel à SOS Homophobie en cas d'agression homophobe ou transphobe. Ces agressions sont illégales et doivent être punies par la loi.
Enfin, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure de fonder une famille ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez vous tourner vers l'AGPL. L'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens milite notamment pour que le lien de filiation soit reconnu plus facilement entre les enfants et leurs deux parents. Vous pouvez notamment visiter leur site internet riche en témoignages et informations juridiques pertinentes. Le droit de fonder une famille s'applique à toutes et à tous. La pression sociétale homophobe n'est pas acceptable. Nous pouvons tous militer pour que demain, chacun puisse créer son cocon familial avec l'amour de sa vie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à 2 nouvelles personnes après chaque épisode, pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il s'y passe beaucoup de choses entre 2 épisodes. Et n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side.